En 2001, les grilles du grand complexe industriel de Saint-Étienne se ferment définitivement. Ce n'est pas seulement une usine qui s'arrête, c'est le silence brutal qui tombe sur une ville entière. Plus de bruit de presse hydraulique, plus d'odeur d'huile d'usinage, ni de métal chauffé au rouge. La manufacture d'armes de Saint-Étienne vient de livrer ses dernières pièces. L'État français, après plus de 2 siècles d'histoire, décide que cette cathédrale d'acier n'a plus de raison d'être. Les ateliers sont vidés, les machines-outils sont démontées, vendues ou mises au rebut. Les ouvriers rendent leur badge. La ville qui forgeait autrefois des millions de canons pour la République ne fabriquera plus jamais la moindre arme réglementaire. 20 ans plus tôt, ce même nom représentait exactement l'inverse. Saint-Étienne était la capitale incontestée de l'armement français. De ses chaînes de montage sortait le FAMAS, le fusil d'assaut qui devait équiper chaque soldat de la guerre froide, symbole absolu de l'indépendance technologique du pays. L'arsenal tournait à plein régime, garantissant à la France de ne jamais dépendre d'une puissance étrangère pour armer ses troupes. La marque MAS, frappée sur l'acier des boîtiers de culasse, était une promesse de souveraineté intouchable. Mais la véritable histoire de la manufacture d'armes de Saint-Étienne n'est pas celle d'une simple fermeture administrative. C'est l'histoire d'un affrontement implacable entre la souveraineté industrielle d'une nation et la réalité des budgets de l'État en temps de paix. C'est le récit d'un arsenal monumental conçu pour les guerres de masse, confronté soudainement à la standardisation mondiale et aux restructurations impitoyables. Ce qui s'est éteint en 2001, ce n'est pas seulement un grand site de production. C'est l'idée même que la France pouvait seule forger le fusil de sa propre défense. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la police, la chasse et la mémoire nationale. Et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne, sous le Second Empire, en 1864. Pour comprendre comment l'État français a forgé sa propre indépendance militaire, il ne faut pas regarder vers les ministères parisiens, mais vers les collines noires du Forez. À Saint-Étienne, l'eau rapide de la rivière Furan, l'abondance du charbon et la présence de minerais et de fer ont créé une géographie de l'acier bien avant que les grandes commissions militaires ne s'en mêlent. Dès le XVIe siècle, la ville entière fonctionne comme un immense atelier à ciel ouvert. Mais en 1764, une décision royale transforme cet artisanat dispersé en une véritable institution étatique. La manufacture royale d'armes est fondée. Cependant, la rupture définitive, le point de bascule industriel et politique, survient un siècle plus tard, sous le Second Empire. En 1864, face aux impératifs d'une guerre qui s'industrialise, l'État décide de construire une usine d'une ampleur inédite. C'est la naissance de la nouvelle manufacture impériale qui deviendra rapidement la Manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne, mondialement connue sous 3 lettres, la MAS. Avant l'érection de cette cathédrale de briques, de verrières et de machines à vapeur, le système d'approvisionnement militaire français souffrait d'une faiblesse structurelle intolérable. L'armée s'appuyait sur des milliers d'artisans dispersés, travaillant souvent à domicile. L'armurerie, le métier et l'infrastructure de conception et d'entretien des armes, étaient alors une affaire de savoir-faire individuel. Chaque pièce métallique était limée à la main, ajustée à l'œil. Mais la guerre moderne qui se profilait en Europe ne tolérait plus l'approximation. L'État manquait cruellement d'une capacité de production centralisée et d'une rigueur mécanique absolue. La standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter production, formation et approvisionnement, était devenue la priorité absolue du ministère de la Guerre. La France ne pouvait plus se contenter d'acheter des fusils hétéroclites. Elle devait posséder l'outil industriel capable d'imposer des pièces strictement interchangeables. La MAS de 1864 n'est donc pas seulement un bâtiment de 72 000 mètres carrés. C'est une machine politique. C'est l'avènement moderne de l'arsenal, un complexe d'État conçu pour la conception, la fabrication et le stockage militaire. C'est l'affirmation d'une manufacture d'armes, une usine dédiée à la production industrielle d'armement sous contrôle gouvernemental strict. Les anciens artisans indépendants, les forgerons et les tourneurs,
sont progressivement intégrés, encadrés et soumis à la discipline d'usine. Ils deviennent les ouvriers de l'État. Le baptême du feu industriel de cette nouvelle usine survient presque immédiatement avec l'arrivée du fusil Chassepot modèle 1866. Un fusil, une arme longue conçue pour être tenue à l'épaule. L'adoption, la décision officielle d'intégrer un modèle dans le service de cette nouvelle arme à feu, un objet qui utilise l'énergie d'une cartouche pour projeter un projectile par un canon, change la donne. La conception exige l'usinage complexe de la culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir. Seules les grandes fraiseuses mécaniques de Saint-Étienne peuvent garantir une telle précision géométrique à l'échelle de centaines de milliers d'exemplaires. Vient ensuite le modèle Gras en 1874, qui introduit la cartouche métallique. La cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, doit s'insérer parfaitement dans la chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir. Mais le véritable choc technologique, celui qui fait entrer la MAS dans la légende, survient en 1886. Le monde entier observe la France dévoiler le fusil Lebel. Ce fusil est conçu autour d'une innovation révolutionnaire. La poudre sans fumée, une poudre plus moderne qui a transformé les armes militaires à la fin du 19e siècle, remplaçant définitivement la poudre noire, un ancien type de poudre utilisé avant les poudres modernes, qui encrassait les mécanismes et trahissait la position des tireurs. Le Lebel adopte un nouveau calibre, une mesure associée au diamètre du projectile ou au type de cartouche selon le système de désignation, réduit à 8 mm. Pour que ce petit projectile atteigne une précision redoutable, le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, doit être usiné avec des rainures à l'intérieur du canon qui donnent une rotation au projectile pour stabiliser sa trajectoire, d'une perfection absolue. Les ouvriers de la MAS relèvent le défi. En quelques années, les usines stéphanoises sortent plus de 2 millions de fusils Lebel. Les archives disponibles suggèrent que l'impact sur la ville fut total. La MAS structure le temps, l'économie et la politique locale. Chaque fusil qui quitte la chaîne de montage porte un poinçon d'inspection, une marque du gouvernement qui atteste que l'objet est apte à la dotation, l'attribution officielle d'une arme à une unité, une administration ou une force armée. L'arme réglementaire, le modèle officiellement standardisé et distribué aux soldats, devient l'expression physique de la République. Un programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter une arme, n'est plus simplement une affaire militaire. C'est un moteur économique national. À l'aube du XXe siècle, la manufacture d'armes de Saint-Étienne a accompli sa première mission. Elle a effacé la pénurie. Elle a imposé le standard. Elle a prouvé que la souveraineté industrielle française n'était pas une théorie de salon, mais une réalité d'acier, de feu et de labeur ouvrier, prête à affronter les grandes tragédies qui s'annoncent. À l'aube du XXe siècle, la manufacture d'armes de Saint-Étienne n'est plus une simple usine. Elle est devenue un écosystème tentaculaire, une ville d'acier dans la ville, rythmée par le hurlement des sirènes et la cadence des lourdes presses hydrauliques. Le succès fulgurant du programme Lebel a prouvé que la France pouvait concevoir et produire massivement une arme de pointe. Mais la véritable percée de la MAS, celle qui va asseoir son hégémonie industrielle et graver son nom dans l'histoire militaire mondiale, réside dans sa capacité à transformer une invention complexe en une norme mécanique absolue. Pour armer une nation entière face aux guerres industrielles qui s'annoncent, l'artisanat du siècle précédent n'a plus sa place. L'usinage doit dicter sa loi. Prenez le cœur d'un fusil militaire, le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques. À Saint-Étienne, ce bloc d'acier forgé est désormais usiné avec une tolérance si stricte que chaque pièce devient parfaitement interchangeable à grande échelle. C'est ici qu'intervient le verrou, un élément de fermeture qui maintient la culasse en place pendant la phase de tir. Dans la boue d'une tranchée, si un fantassin doit remplacer une pièce endommagée par celle d'une arme détruite sur le champ de bataille, l'assemblage doit fonctionner instantanément, sans le moindre ajustement manuel. Cette interchangeabilité absolue, vitale pour la maintenance militaire, est le triomphe silencieux des ingénieurs, des fraiseurs et des tourneurs stéphanois. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914,
la pression sur l'institution devient écrasante. Le ministère de la Guerre, pris de court par l'ampleur du conflit, exige des cadences de production qui défient l'imagination. La doctrine militaire française, engluée dans la guerre de position, réclame des millions de fusils à répétition manuelle. Un système où l'utilisateur actionne le mécanisme entre chaque tir. La MAS répond à l'appel. Les ateliers tournent de jour comme de nuit. La manufacture devient le chef d'orchestre d'un réseau tentaculaire de sous-traitants répartis dans toute la région du Forez. Les femmes, surnommées les munitionnettes, entrent en masse dans les ateliers pour remplacer les hommes partis au front. Elles manient les tours, usinent le métal et ajustent les détentes, la pièce que le tireur presse pour déclencher le mécanisme de tir. Elles contrôlent avec une rigueur absolue la fluidité des percuteurs, une pièce qui frappe l'amorce de la cartouche dans certains mécanismes. L'usine prouve qu'elle peut soutenir l'effort de guerre d'un empire. Mais la démonstration la plus pure du génie industriel stéphanois survient plus tard, dans les années 1930. Après une longue période de stagnation budgétaire, où l'armée française s'était endormie sur ses immenses stocks d'armes victorieuses, le ministère de la Guerre valide enfin un nouveau grand programme d'armement. Dans le secret de ses bureaux d'études, la MAS a conçu une arme nouvelle pour un fantassin nouveau, le fusil MAS-36. Le MAS-36 n'est pas seulement une arme, c'est un chef-d'œuvre de pragmatisme industriel, pensé spécifiquement pour les chaînes de montage de l'arsenal d'État. Fini les pièces inutilement complexes. Le fusil est raccourci, la crosse, la partie tenue contre l'épaule ou la main pour stabiliser l'arme, est massive et robuste, adaptée à l'infanterie motorisée et aux espaces confinés. L'arme adopte un tout nouveau magasin, un système de stockage des cartouches intégré ou associé à l'arme selon les modèles, contenant 5 munitions d'un calibre moderne de 7,5 mm. C'est une arme trapue, presque sans grâce, mais d'une solidité légendaire. Pour produire ce nouveau standard, la MAS réinvente une fois de plus ses méthodes. Les ouvriers appliquent sur de nouveaux traitements thermiques, les machines de précision forage et rayent les canons à une vitesse inédite. Lorsque le MAS-36 entre finalement en dotation, il redessine la carte de l'approvisionnement français. Il est expédié dans les grandes casernes de la métropole, distribué aux troupes de forteresse de la ligne Maginot et envoyé par caisses entières vers les dépôts coloniaux d'Afrique du Nord. Partout où l'armée française se déploie, le fusil stéphanois l'accompagne. Le drame de cette adoption fut administratif et temporel. Commandé trop tard, freiné par la lenteur des budgets étatiques, le MAS-36 ne put équiper toute l'armée avant le désastre de 1940. Mais sur le plan strictement industriel, il consacre l'arsenal national. La MAS n'était plus une simple usine d'exécution, elle était devenue un pôle d'ingénierie capable de dialoguer d'égal à égal avec l'état-major et les sévères commissions d'expérimentation de Versailles. D'ailleurs, les ingénieurs travaillaient déjà sur l'étape suivante, testant des prototypes d'armes semi-automatiques, un système où l'arme recharge automatiquement après un tir, offrant une puissance de feu continue. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le complexe industriel stéphanois est une forteresse technologique. Chaque soldat qui perçoit son arme neuve, chaque armurier régimentaire qui inspecte une culasse, sait exactement d'où vient l'acier qu'il tient entre ses mains. Le marquage de manufacture n'était pas une décoration. C'était une promesse de l'État, de l'industrie et du temps. En 1945, la France sort de la Seconde Guerre mondiale exsangue. Son armée est alors équipée d'un assemblage hétéroclite de matériel américain, britannique et de vieilles armes de prise. Pour le gouvernement siégeant à Paris, et particulièrement pour le ministère de la Guerre, cette situation est politiquement inacceptable. Une nation qui ne peut pas forger son propre fusil, une arme longue conçue pour être tenue dos à l'épaule, n'est plus une puissance souveraine. L'ordre est donné de restaurer la capacité industrielle absolue du pays. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, endommagée mais toujours debout, redevient immédiatement le centre de gravité de l'armement français. L'époque n'est plus aux armes à répétition manuelle de la ligne Maginot. L'armée réclame de la puissance de feu, de la cadence et de la modernité. C'est ainsi que naît le programme des fusils semi-automatiques MAS-49, puis son évolution définitive et emblématique, le MAS-41-56. Le semi-automatique, un système où l'arme recharge automatiquement après un tir, examiné ici comme une évolution de la doctrine militaire,
exige une ingénierie d'une grande fiabilité. Les ingénieurs stéphanois perfectionnent un système d'emprunt de gaz direct, une mécanique historique où une partie des gaz de combustion repousse directement la culasse en arrière pour éjecter l'étui vide, sans utiliser de piston intermédiaire complexe. Le MAS 4956 est trapu, lourd, recouvert d'une parkérisation sombre et doté d'une robustesse que les soldats qualifieront d'infaillible face aux pires conditions climatiques. Entre la fin des années 1950 et les années 1960, la MAS tourne à un rythme effréné. Elle produit plus de 275 000 fusils MAS 4956. Ces armes ne restent pas dans les râteliers métropolitains. Elles sont expédiées dans le chaos des conflits de décolonisation. Dans les rizières d'Indochine, où les premiers modèles sont mis à l'épreuve, et surtout dans les djebels d'Algérie, le MAS 4956 devient la silhouette indissociable du soldat français. Parallèlement, l'arsenal collabore étroitement avec les autres pôles de l'État. La manufacture d'armes de Châtellerault, la MAC, pour les pistolets de service, et la manufacture d'armes de Tulle, la MAT, qui inonde les troupes de ces pistolets mitrailleurs MAT-49. La manufacture d'armes de Saint-Étienne n'était plus simplement un immense site de production régionale. Elle était le coffre-fort de la souveraineté militaire française, l'assurance que la nation pourrait toujours armer ses propres unités sans jamais demander la permission à ses alliés. Au cœur des 30 Glorieuses, le site stéphanois est une ville dans la ville. Derrière les hauts murs de briques, des milliers d'hommes et de femmes franchissent les grilles chaque matin. La sirène de la manufacture dicte le rythme des quartiers environnants. Dans les immenses nefs industrielles, l'organisation est rigoureuse. Il y a les ateliers de forge où le métal est martelé dans un vacarme assourdissant. Il y a les halles d'usinage, de la taille de plusieurs terrains de football, alignant des centaines de tours et de fraiseuses. Les ajusteurs vérifient l'emboîtement des boîtiers de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, avec des calibres de tolérance stricts. L'écosystème institutionnel est à son apogée. La section technique de l'armée, la STA, basée à Versailles, envoie ses officiers inspecter les chaînes de montage. Le ministère de la Défense signe des contrats de dotation massifs. Les arsenaux d'État forment un réseau impénétrable, protégé de la concurrence étrangère par une volonté politique d'autarcie stratégique. Chaque fusil qui quitte les quais de chargement pour rejoindre les armureries de la Gendarmerie nationale, les dépôts de la Légion étrangère ou les casernes de la métropole est un fragment du territoire national. On ne parle pas de rentabilité financière, on parle d'indépendance nationale. Mais cet âge d'or de l'armement classique n'est que le prélude au projet le plus ambitieux, le plus complexe et finalement le dernier grand triomphe de l'arsenal stéphanois. Alors que la doctrine militaire mondiale bascule vers les petits calibres à haute vélocité, l'état-major lance un nouvel appel d'offres. Il faut une arme de nouvelle génération pour la guerre froide. Le bureau d'études de la MAS se met au travail. Ce qui va sortir de leurs planches à dessin ne ressemblera à rien de ce qui existe ailleurs et deviendra le chef-d'œuvre absolu de l'industrie d'État française. À la fin des années 1970, l'armée française cherche à remplacer ses vieux fusils MAS 4956 et ses pistolets mitrailleurs MAT-49 par une arme unique capable d'engager des cibles à moyenne distance tout en restant suffisamment compacte pour les troupes mécanisées. C'est à ce moment précis que la manufacture d'armes de Saint-Étienne dévoile le projet qui marquera l'apogée de son histoire industrielle. Le FAMAS, acronyme de fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, le FAMAS adopte une architecture dite bullpup, une conception où le boîtier de culasse et le chargeur, un dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme, sont placés à l'arrière de la poignée et de la détente. Cette géométrie permet de conserver un canon long pour la précision balistique dans une arme d'une compacité remarquable. Chambré pour la nouvelle munition de 5,56 mm, il utilise un mécanisme original d'amplification d'inertie à levier retardateur, un système d'ingénierie complexe qui retarde mécaniquement l'ouverture de la culasse jusqu'à ce que la pression de la cartouche redescende à un niveau sûr. Ce n'est pas seulement une nouvelle arme à feu, c'est un saut technologique spectaculaire, pensé et réalisé intégralement en France. Dès 1979, l'adoption officielle du FAMAS F1 transforme l'identité visuelle des forces armées. Le clairon, surnommé ainsi à cause de sa grande poignée garde-main supérieure imposante,
devient instantanément le visage de la France militaire de la guerre froide. La ligne de production de Saint-Étienne est entièrement réorganisée. Les anciennes méthodes qui façonnaient les lourdes crosses en bois cèdent la place à des procédés modernes, intégrant les polymères, l'alliage léger et la fibre de verre. La manufacture franchit un nouveau palier de sophistication industrielle. À son pic de production dans les années 1980, le complexe stéphanois fabrique des centaines de milliers de ces fusils d'assaut. Le FAMAS est expédié aux régiments parachutistes, aux troupes de marine, aux forces d'intervention et devient l'arme réglementaire de chaque jeune conscrit effectuant son service militaire. La MAS est alors le joyau d'un vaste réseau d'États, bientôt réorganisé sous le nom de GIAT, Groupement industriel des armements terrestres, qui rassemble les capacités des grandes manufactures nationales. L'arsenal ne se contente pas de fournir la métropole. Il prépare la nation à l'hypothèse d'un affrontement de haute intensité sur le théâtre européen, tout en armant les soldats déployés au Tchad ou au Liban. Dans les bureaux d'études de la manufacture stéphanoise, les ingénieurs et les techniciens d'Arsenal travaillent avec la conviction profonde que leur outil de production est éternel. Les plans techniques s'empilent, les prototypes d'optique et de baïonnettes, une lame conçue pour être fixée au bout du canon, sont mis à l'épreuve sans relâche sur les pas de tir. La masse emploie encore des milliers de travailleurs. Pour la ville, l'usine reste une institution monolithique, un monde en soi où des familles entières se succèdent de génération en génération, fiers de forger le glaive de la République. Jamais l'État français n'a semblé aussi maître de ses propres moyens de défense. Jamais l'usine stéphanoise n'a atteint un tel niveau d'excellence technique et d'influence culturelle. L'arme française est souveraine, moderne et produite sur le sol national. Mais cette apothéose industrielle dissimule une fragilité vertigineuse. Le FAMAS, triomphe absolu de la manufacture, sera paradoxalement le dernier grand fusil conçu par ce système. Et la colossale machine qui l'a fait naître s'apprête à se heurter violemment à un monde nouveau, soumis à des règles comptables et stratégiques qui n'auront plus besoin d'elle. Le triomphe du FAMAS dissimulait une réalité mathématique et politique implacable. L'apogée de la manufacture d'armes de Saint-Étienne portait en elle les germes de son propre effondrement. Pour comprendre comment une institution vieille de plus de 2 siècles a pu disparaître en moins d'une génération, il ne faut pas chercher une erreur d'ingénierie ou un soudain manque de savoir-faire. Il faut observer les forces systémiques qui ont brisé l'armement français. La chute de la MAS n'est pas un accident. C'est l'histoire d'un système national broyé par la fin d'une époque. La première fracture est géopolitique. En 1989, le mur de Berlin s'effondre. La menace d'une guerre de haute intensité sur le sol européen, qui justifiait l'entretien d'une armée de conscription massive, s'évapore avec la guerre froide. La doctrine française évolue brutalement. L'armée se tourne vers des opérations extérieures ciblées et entame une transition vers la professionnalisation, ce qui réduit drastiquement ses effectifs. Par conséquent, les commandes massives de fusils d'assaut s'arrêtent net. La MAS avait achevé sa mission historique. L'armée française était entièrement équipée. Mais pour une cathédrale industrielle de cette taille, le succès total est une condamnation à mort si aucune nouvelle commande étatique ne vient prendre le relais. C'est ici qu'intervient la première force destructrice, le coup écrasant des arsenaux d'État face à la réalité budgétaire en temps de paix. Historiquement, la MAS fonctionnait en dehors des lois du marché libre. Elle n'était pas conçue pour dégager des profits, mais pour garantir la souveraineté absolue du territoire. Elle nécessitait une main-d'œuvre hautement qualifiée, un entretien constant des immenses parcs de machines-outils, des infrastructures logistiques lourdes et des processus d'inspection rigides. Lorsque les budgets de la défense sont violemment réduits au début des années 1990, le gouvernement français réalise qu'il ne peut plus financer des usines tournant à vide. L'entretien d'un arsenal, autrefois perçu comme un atout stratégique inestimable, devient soudainement un fardeau comptable insupportable. Pour tenter de sauver l'industrie nationale de l'armement terrestre, l'État prend une décision radicale en 1990. Les anciennes manufactures nationales, de Saint-Étienne à Tulle, en passant par d'autres pôles historiques, perdent leur statut de régie directe. Elles sont absorbées et regroupées au sein d'une nouvelle entité à vocation commerciale, GIAT Industries. L'objectif est clair, transformer une administration souveraine en une entreprise capable d'affronter la concurrence mondiale,
de remporter des appels d'offres, un processus institutionnel et commercial visant à gagner des marchés publics, et de survivre grâce à l'exportation. Mais c'est précisément dans cette arène internationale que la manufacture stéphanoise se heurte à la deuxième grande force de son déclin: la concurrence étrangère et la standardisation mondiale. Pour maintenir ses usines ouvertes sans l'argent de l'armée française, le FAMAS doit séduire d'autres nations. Or, le fusil stéphanois a été conçu selon un cahier des charges strictement hexagonal. C'est une arme exceptionnelle, mais elle aurait été pensée par et pour la France. Le mécanisme d'amplification d'inertie du FAMAS, d'une grande sophistication, fonctionne parfaitement avec la cartouche. L'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile. Réglementaire française, dont l'étui est en acier. Mais sur le marché de l'exportation, et particulièrement au sein des armées de l'OTAN, la norme absolue est la munition à étui en laiton. Face à ce standard, l'extracteur du FAMAS, très violent, a tendance à déchirer les étuis étrangers, provoquant des incidents de tir inacceptables pour des clients internationaux. Une arme nationale pouvait représenter le summum de l'indépendance technologique et perdre quand même la bataille face à un standard logistique mondial. L'exportation devient un échec cinglant. Malgré d'intenses efforts diplomatiques, le FAMAS ne remporte aucun grand marché militaire international capable de sauver les chaînes de production. Les nations étrangères lui préfèrent des systèmes américains, allemands ou russes, souvent moins onéreux, d'une conception plus classique et immédiatement compatible avec les chaînes d'approvisionnement globales. La manufacture d'armes de Saint-Étienne se retrouve tragiquement isolée. Elle produit une arme redoutable que personne en dehors de ses frontières ne veut acheter, à un coût que plus personne ne veut assumer. Dans les ateliers, le recul commence. Ce que la manufacture arrête de faire annonce ce qu'elle va devenir. La production de guerre s'efface. La fabrication de pièces de rechange diminue. Les immenses nefs d'usinage, qui tremblaient autrefois sous le poids des presses hydrauliques, se vident peu à peu de leur fracas. Les plans de restructuration imposés par GIAT Industries s'enchaînent. Les ouvriers vieillissent, partent à la retraite et la direction ne recrute plus personne pour les remplacer. L'État, qui avait fait le serment un siècle plus tôt que la France forgerait éternellement ses propres armes, regarde désormais sa plus prestigieuse usine s'éteindre, incapable d'enrayer une logique financière devenue plus forte que le dogme de l'indépendance nationale. Dans la seconde moitié des années 1990, le démantèlement devient une réalité quotidienne, presque banale. GIAT Industries, pris en étau entre la chute vertigineuse des budgets militaires et l'échec cuisant des exportations du FAMAS, annonce des plans de restructuration drastiques successifs. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, ce colosse industriel qui employait autrefois plus de 10 000 personnes lors des grands conflits, n'est plus considérée par les ministères parisiens comme un atout stratégique intouchable. Elle est devenue, dans le langage froid de l'administration, une surcharge structurelle. L'État, qui avait érigé cette usine monumentale en 1864 pour garantir l'indépendance absolue de la République, se résout à sacrifier son joyau sur l'autel de la rationalisation économique. La ville de Saint-Étienne, intimement liée à la manufacture par des siècles de métallurgie et de savoir-faire, refuse de voir mourir son identité. Les ouvriers descendent dans la rue, les familles de canonniers, d'ajusteurs et de fraiseurs défilent avec amertume. Les grèves bloquent la production restante, dans l'espoir désespéré d'infléchir la décision du gouvernement. Mais cette colère populaire, aussi légitime soit-elle, se heurte à un mur systémique insurmontable. Ce n'est pas seulement un conseil d'administration qui décide de fermer des portes, c'est une doctrine nationale entière qui vient de changer de paradigme. L'armée française, engagée dans un processus de professionnalisation et de réduction drastique de ses effectifs, n'a tout simplement plus besoin d'un arsenal d'État colossal. L'idée même qu'une nation doive concevoir, usiner et assembler chaque composant de son fusil de dotation appartient désormais au passé, balayé par la logique globale des achats sur étagère. La tragédie de ce déclin, c'est l'effacement d'une souveraineté. Pendant 2 siècles, chaque crise internationale, chaque mobilisation militaire s'était traduite par un sursaut d'activité à Saint-Étienne. La ville était le baromètre de la puissance française. Désormais, face aux nouveaux conflits des années 1990, du Golfe aux Balkans, l'usine reste étrangement calme.
La déconnexion entre le besoin militaire de la nation et la capacité de l'usine à y répondre est devenue totale. Le soldat français combat toujours, mais la machine qui l'arme est en train de mourir de paralysie financière. À l'intérieur de l'usine, la transition est d'une brutalité silencieuse. La production de guerre est un lointain souvenir. La fabrication de fusils d'assaut neufs s'arrête. Les ateliers immenses, conçus pour cracher des milliers d'armes par mois, ne s'occupent plus que de la maintenance, de la réparation et de la production de quelques pièces détachées pour faire survivre le parc existant. C'est une humiliation industrielle pour des techniciens hautement qualifiés qui avaient conçu l'une des armes les plus sophistiquées de la guerre froide. Les projets d'armes de nouvelle génération, les prototypes qui devaient succéder aux FAMAS, sont abandonnés sur les tables à dessin. L'État a fermé le robinet des financements pour la recherche et le développement de l'armement léger. Pour tenter de sauver l'usine, ou du moins de retarder l'échéance politique, GAT Industries essaie des politiques de diversification civile. Des machines qui usinaient des canons de précision sont réaffectées à la fabrication de pièces pour l'industrie automobile ou des équipements industriels divers. Mais la manufacture d'armes n'a jamais été conçue pour le marché civil concurrentiel. Sa structure, ses coûts de fonctionnement, son architecture bureaucratique étaient calibrés pour l'exigence militaire, pas pour la guerre des prix mondialisés. Ces tentatives de survie échouent les unes après les autres. C'est la cinquième grande force destructrice, la restructuration institutionnelle, qui porte le coup de grâce. L'institution ne ferme pas seulement en tant qu'entreprise commerciale non rentable. Elle disparaît en tant que mémoire vivante. Chaque atelier fermé est une perte irréversible de capacité technique. Le forgeage des canons, une opération critique nécessitant une expertise métallurgique rare, est l'un des premiers savoir-faire à s'évaporer. Lorsque l'État décide de stopper les recrutements, le savoir-faire ne se transmet plus. Les anciens maîtres armuriers partent à la retraite. Les plans techniques, les archives, les méthodes spécifiques de traitement thermique de l'acier stéphanois cessent d'être enseignés aux nouvelles générations. La capacité même de la France à fabriquer une arme légère s'évapore dans ces départs silencieux. En l'an 2000, le couperet final tombe. Le gouvernement annonce la fermeture définitive du site pour l'année suivante. Le démantèlement physique commence. Les machines-outils lourdes, les presses hydrauliques, les fours de traitement, tout l'outillage spécialisé qui faisait la fierté de la région est méthodiquement débranché. Une partie est transférée vers d'autres entités du groupe pour du maintien en conditions opérationnelles. Le reste est vendu aux enchères industrielles ou expédié sans cérémonie à la ferraille. Les bâtiments historiques, avec leurs grandes verrières industrielles, se vident inexorablement. Ce qui fut le centre de gravité absolue de la défense terrestre française n'est plus qu'une immense coquille de briques et de verre, livrée au vent. L'année 2001 marque la fin. Les ultimes grilles se ferment. Le dernier ouvrier rend son badge. La grande manufacture est vide. Les machines sont démontées. Les ateliers sont silencieux. L'État abandonne ses forges. Le grand arsenal s'éteint. L'histoire industrielle s'arrête ici. La France ne forge plus. La mort de la manufacture d'armes de Saint-Étienne ne fut pas suivie d'une résurrection industrielle miraculeuse. Contrairement à d'autres grandes marques privées qui ont pu être rachetées, délocalisées ou réinventées par des investisseurs étrangers, l'arsenal d'État a connu une fin absolue, nette et irréversible. L'État français n'a pas vendu un savoir-faire, il l'a éteint. Ses compétences métallurgiques exceptionnelles ont été dispersées aux quatre vents. Ses plans techniques, ses brevets, ses rapports d'essai ont été soigneusement mis en boîte et expédiés vers les étagères lointaines du service historique de la Défense ou vers les archives départementales de la Loire. Aujourd'hui, la mémoire de ce colosse d'acier ne survit que grâce à la volonté d'une poignée d'acteurs de la préservation. Les historiens industriels, les anciens ouvriers regroupés en associations et les conservateurs de musées. Au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, d'imposantes vitrines retracent méticuleusement ce que fut cette épopée nationale. Au-delà des murs officiels, les collectionneurs privés, les tireurs sportifs aux armes réglementaires et les passionnés d'histoire militaire entretiennent amoureusement des fusils à verrou MAS-36, des fusils semi-automatiques MAS-49-56, au bois patiné par les théâtres d'opérations coloniaux, et des modèles démilitarisés sauvés de la destruction. Pour cette communauté, posséder une arme frappée du poinçon stéphanois n'est pas un acte de nostalgie guerrière.
C'est la préservation d'un fragment du patrimoine industriel national. C'est le sauvetage d'une archive d'acier que l'État lui-même a fini par juger obsolète et encombrante. Historiquement, l'œuvre de la MAS reste monumentale et mérite d'être jugée à sa juste valeur. Les armes qui sont nées ici n'étaient pas de simples outils balistiques. Elles étaient les vecteurs physiques d'une doctrine politique claire, l'autonomie stratégique absolue. Du fusil Lebel de 1886 jusqu'au FAMAS des années 1980, la manufacture a prouvé, décennie après décennie, qu'une république souveraine pouvait concevoir, tester et usiner intégralement, de la première coulée d'acier jusqu'au polissage de la détente, les instruments de sa propre défense. La masse était le garant matériel de l'indépendance française sur la scène internationale. Une assurance concrète que la politique étrangère de Paris ne serait jamais dictée, freinée ou sanctionnée par le refus d'un fournisseur étranger. Si vous vous promenez aujourd'hui à Saint-Étienne, la géographie physique de cette puissance révolue est toujours là, dominant le paysage urbain. Le gigantesque site de la manufacture n'a pas été rasé par les bulldozers. Il a été reconverti, d'une manière presque ironique au vu de son histoire martiale, en une vaste cité du design. Les immenses halles de briques rouges, rythmées par leurs majestueuses verrières industrielles, abritent désormais des écoles d'art, des start-up technologiques, des studios de création télévisuelle, des espaces d'exposition contemporaine et des bureaux d'ingénierie numérique. Sous les charpentes métalliques centenaires, là où des milliers d'hommes et de femmes forgèrent les canons des guerres mondiales, des étudiants dessinent de l'esthétique du monde de demain. L'architecture a survécu. L'enveloppe extérieure est parfaitement préservée. Mais le cœur battant, la violence mécanique des presses hydrauliques et l'odeur persistante de l'huile d'usinage ont définitivement disparu. Et puis, il y a la note de bas de page de l'histoire, l'ultime paradoxe qui souligne la cruauté des grands renoncements industriels étatiques. En 2016, 15 ans après la fermeture définitive des portes de la manufacture de Saint-Étienne, l'armée française devait finalement choisir un remplaçant au vieillissant fusil d'assaut FAMAS. Le clairon arrivait au bout de son long cycle de service et ses composants usés ne pouvaient plus être remplacés par une usine qui n'existait plus. Mais la France ne possédait plus la moindre capacité nationale pour produire un nouveau fusil à l'échelle de son armée. L'État a donc lancé un appel d'offres international. Et c'est ainsi que la nation du système Chassepot, du système Gras, du Lebel et du MAS-36 a officiellement adopté le HK416F, un fusil conçu, usiné et fabriqué par la firme allemande Heckler & Koch. Pour la première fois depuis des siècles, le fantassin français partait en opération avec une arme de dotation standard qui n'était pas née sur le sol national. La standardisation européenne avait triomphé de l'autarcie française. L'histoire de la manufacture d'armes de Saint-Étienne est celle d'une immense promesse industrielle finalement rompue par le changement d'époque. L'État avait exigé de cette ville ouvrière qu'elle forge la souveraineté en acier massif. L'industrie stéphanoise a répondu présent, livrant des millions de fusils, supportant l'effort logistique de deux empires, endurant la pression de la boue des tranchées, du sable des déserts et de la chaleur des jungles. Mais une nation évolue. Les calculs budgétaires remplacent les anciens dogmes. La logique comptable efface la nécessité stratégique. Quand un pays décide que la souveraineté militaire peut finalement s'acheter sur catalogue, au lieu d'être forgé dans ses propres ateliers, alors l'arsenal, aussi brillant soit-il, perd sa raison d'être. Ce n'est pas l'ingénieur stéphanois qui a échoué. Ce n'est pas le tourneur ou le fraiseur qui a failli. C'est l'époque entière qui a regardé ailleurs. Et pourtant, aujourd'hui encore, derrière la vitrine silencieuse du musée d'art et d'industrie, sous une lumière froide et sans ombre, le marquage « Manufacture d'armes de Saint-Étienne » frappé lourdement sur le flanc métallique d'un vieux boîtier de culasse, reste parfaitement lisible, comme si la grande usine venait seulement de s'éteindre. À très bientôt pour la prochaine histoire.